Très clair. Bon, maintenant... Alors, attends. laisse. Ok, donc en direct pour Torah Box, Ruben fait des essais. Bonjour à tous. Shavuot est une fête très particulière puisqu'on y célèbre le don de la Torah, qui est la base, comme vous le savez, de tout le judaïsme. C'est donc important de s'y préparer. Entre autres, c'est aussi une occasion pour nous de se poser des questions sur ce qui est permis ou interdit le Yom Tov en général. C'est parti. Bonjour Ruben. Salut Samy, alors très plaisir de te revoir. Moi aussi. Voilà, j'ai des questions, donc voilà. Par rapport à Shabbat et Yom Tov, je sais qu'il y a des différences. Ouais. Comme par exemple cuisiner. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je peux t'en dire un peu plus. Alors regarde, c'est permis de cuisiner à Yom Tov, alors que comme tu le sais, c'est interdit de cuisiner le Shabbat. Cependant, il faut prendre certaines précautions pour que ce soit permis. La première précaution à prendre, c'est qu'on a le droit de cuisiner, mais à partir d'une flamme allumée. On n'a pas le droit d'allumer une flamme. Il faudra donc veiller à avoir une bougie longue durée que l'on allume avant la fête, qui sera allumée pendant toute la fête, et comme ça, on allume notre allumette à partir de cette bougie. Très bien. Jusque-là, c'est clair. On laisse l'allumette... Alors voilà, très bonne question. Une fois qu'on a terminé d'allumer la gazinière ou autre chose, on n'a pas non plus le droit d'éteindre cette allumette, et il faut la poser délicatement dans une petite assiette et la laisser s'éteindre toute seule. Comme quand on allume les bougies de Shabbat. Exactement. Enfin, il y a encore une autre précaution à prendre, c'est que pour ceux qui ont une gazinière, beaucoup de gens sont passés à l'induction, mais ceux qui ont une gazinière, alors on peut allumer donc la gazinière à partir d'une flamme allumée. On a le droit ensuite d'augmenter le gaz, mais on n'a pas le droit de le diminuer, ni bien sûr de l'éteindre. Ah, mais c'est dangereux, non, de laisser le gaz tout le... Ouais, effectivement. Alors, pour pas laisser le gaz allumé pendant toute la fête, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est mettre une casserole d'eau sur le gaz. Et lorsque l'eau va bouillir et va déborder, eh ben, en coulant, l'eau va éteindre le feu et ça va nous permettre d'être tranquille. Et ça, c'est bien pour le Shalom Bayit, surtout. Exactement. Ça permet d'éviter des problèmes. Très bien. Alors, je crois que tu as oublié un détail, peut-être parce que tu habites en Israël. C'est possible. En France, il y a 2 jours de Yom Tov. Et de ce que je me rappelle, de ce que j'ai appris, on n'a pas le droit de cuisiner du premier jour au 2e jour de Yom Tov. Exact. J'ai pas oublié, c'était juste pour voir si tu suivais. Ah. Tu suis. Alors effectivement, Ruben, on n'a pas le droit, lorsqu'il y a 2 jours de Yom Tov en France, de cuisiner du premier jour de Yom Tov pour le 2e, et à plus forte raison que c'est interdit de cuisiner pendant Yom Tov pour après la fête. D'accord. Mais sache que c'est pas seulement cuisiner. En fait, on n'a pas le droit de préparer certaines choses du premier jour pour le 2e jour de Yom Tov. Par exemple, à la fin du premier jour de Yom Tov, il va falloir attendre la tombée de la nuit pour allumer les nérotes, les bougies du 2e jour, pour mettre les plats sur la plaque à chauffer, et aussi pour préparer la table. Parce que tout ça, ce sont des préparations qu'on n'a pas le droit de faire pendant le premier jour pour le 2e jour. D'accord, donc on doit commencer que quand à partir de la tombée de la nuit, à la fin du premier jour. Quand le 2e jour il commence. Exactement. Et comment on fait quand Yom Tov tombe jeudi soir? Jeudi ou vendredi? Ou vendredi. Très bonne question. Lorsque Yom Tov tombe jeudi ou vendredi, tu te demandes comment on fait pour cuisiner pour Shabbat. Exactement. Très bien. Alors en fait, ce que je t'ai pas précisé, c'est que ce que nos sages ont interdit, ça n'est pas de cuisiner le Yom Tov pour après, pour Shabbat, mais c'est de commencer à cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. Donc, une solution que nos sages ont instaurée, c'est le Eruv Tafshilin. Qu'est-ce que c'est le Eruv Tafshilin? Lorsque la fête tombe un jeudi ou un vendredi, on commence à cuisiner pour Shabbat avant la fête, ce que l'on appelle le Eruv Tafshilin, en récitant une petite formule et une bracha qu'il y a dans les livres. Et ce que l'on a commencé à cuisiner avant Yom Tov, on va le manger ensuite pendant Shabbat. Et pendant Yom Tov, on pourra continuer à cuisiner pour Shabbat, puisqu'on n'a pas commencé à cuisiner, on a déjà commencé avant la fête. Et donc ce sera permis dans ce cas-là de continuer à cuisiner pendant Yom Tov pour le Shabbat. D'accord, donc c'est un peu une petite dérogation. C'est pas une dérogation, c'est simplement que lorsqu'on précise l'interdit, qu'on voit que tout l'interdit, c'est uniquement de commencer à cuisiner. Alors lorsqu'on commence à cuisiner avant, du coup c'est permis pendant Yom Tov de continuer à cuisiner pour Shabbat. Pas mal. C'est clair? C'est malin, c'est malin. Nos sages sont très sages. Dis-moi Ruben, je vois que tu connais beaucoup de choses. Est-ce que tu connais d'autres différences entre Yom Tov et Shabbat? Ouais, bien sûr. Il y a la différence de porter. Porter. On n'a pas le droit de porter pendant Shabbat. Ouais. Nulle part en vrai. Même en Israël, on n'a pas le droit, c'est juste qu'il y a un hérouve. En Israël, dans les villes où il y a un hérouve, on a le droit de porter. Dans la plupart des villes, c'est comme ça. Mais en vrai, on n'a pas le droit de porter nulle part, alors que Yom Tov, on peut porter partout. Exactement. Alors, on va préciser les choses, tu as entièrement raison. En France, ou dans toutes les villes où il n'y a pas de hérouve, on n'a pas le droit de porter le Shabbat, d'un domaine public à un domaine privé, ou inversement, ou même de transporter à l'intérieur du domaine public. Le Yom Tov, c'est permis pour tout ce qui est nécessaire. Par exemple, les livres de prière, une poussette de bébé, ou les clés de la maison. Toutes ces choses-là, c'est permis de les porter le Yom Tov, même en France. Super, bah super, écoute, toujours très clair, t'es un crack. Non, je suis pas un crack, ça fait plaisir. Du coup, j'aimerais qu'on passe vraiment
à ce qui est propre à la fête de Shavuot. Ok. Je connais 2 halachot à Shavuot spécial. C'est la veillée. Donc on va commencer par ça. La veillée, moi, je kiffe faire la veillée. Hein, c'est une bonne ambiance, on est entre potes et tout, on étudie. Maintenant, le problème, c'est qu'on me dit à chaque fois que le plus important, c'est la tfila le lendemain matin. Moi, je suis éclaté. Éclaté. J'espère qu'elle passe rapide pour que j'aille dormir. Je comprends. Alors que c'est bien, c'est pas bien. Alors, écoute, tout est bien du moment qu'on le fait avec intelligence et d'une façon réfléchie. C'est pas compliqué. C'est vrai que faire la veillée d'études, la nuit de Shavuot, c'est un minhag. Et c'est un minhag très important, puisque en fait, les Juifs à l'époque ont dormi la veille du don de la Torah, et Hachem a dû les réveiller pour leur donner la Torah. Donc pour réparer un petit peu cette conduite, nous on reste réveillés toute la nuit en attendant le don de la Torah avec impatience. Donc c'est ça la source de ce minhag. Cependant, le fait de faire la tfila, de faire la prière le lendemain matin comme il faut, c'est une obligation primordiale. Et donc la veillée ne doit pas être sur le compte de cette obligation de prier le lendemain matin. Donc, pour répondre à ta question, parce que je te vois me regarder comme ça, d'une façon étonnée, alors il faut bien se connaître. Chacun se connaît. Celui qui sait qu'il peut tenir toute la veillée et le lendemain matin, il réussira à faire la tfila, faire la prière comme il faut, en particulier bien écouter les 10 commandements, alors c'est une très grande mitzvah, c'est très bien de faire la veillée toute la nuit. Mais celui qui se connaît en général, on commence avec les années à avoir un petit peu d'expérience sur soi-même. Celui qui sait qu'il ne va pas réussir le lendemain matin à pouvoir tenir, il va somnoler pendant la prière, il vaut mieux qu'il étudie une partie de la nuit, qu'il aille dormir quelques heures, et ensuite qu'il revienne en forme pour la tfila, et comme ça, on aura gagné un peu sur tous les tableaux. Très clair. Donc maintenant, on enchaîne sur le deuxième minhag de Shavuot. Ok, avec plaisir. De manger des produits laitiers. Oui. Pourquoi? Pourquoi on mange des produits laitiers à Shavuot? Effectivement, alors c'est le deuxième minhag important à Shavuot. Il y a plusieurs raisons à ce minhag. Une des raisons, c'est le fait que lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont appris que pour pouvoir manger de la viande, il y avait besoin de faire la shrita avec un couteau comme il faut. Okay. Il y avait besoin ensuite de cachériser la viande. Ça prend du temps tout ça. Les ustensiles qu'ils avaient utilisés avant, du coup ils ont appris avec toutes les lois de la Torah qu'ils n'étaient pas cachers et il fallait donc les cachériser. Et manger de la viande sans ustensiles, c'est très difficile. Pour les produits laitiers, c'est plus simple. Et en plus, en fait, Shavuot a été le don de la Torah, c'était un Shabbat. Et comme on l'a dit en début de vidéo, le Shabbat c'est interdit de cuisiner, donc on ne pouvait pas cuisiner des produits avec de la viande. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, ils ont pu, au moment du don de la Torah, manger que des produits laitiers. Pour rappeler tout ça, nous aussi à Shavuot, on mange des produits laitiers. C'est un minhag que tout Israël fait. Alors, ce minhag est très important, mais je tiens à préciser quelque chose, Ruben. Il y a une obligation à Shavuot, comme à tous les Yom Tov, de manger de la viande. Et donc, il faut s'organiser pour que le minhag de manger des produits laitiers ne soit pas sur le compte de l'obligation de manger de la viande. Par exemple, on peut faire le soir de Shavuot un repas halavi et le lendemain un repas avec de la viande, ou par exemple le lendemain matin après la veillée, au petit déjeuner, faire un repas halavi et ensuite enchaîner un peu plus tard avec un repas de viande. Dans tous les cas, il faudra manger de la viande à Shavuot et tous les Yom Tov. D'ailleurs, j'ai une question piège pour toi. Est-ce que tu savais qu'il y a une obligation de manger la viande à Yom Tov, mais ce n'est pas obligatoire le Shabbat? Ah ouais? Ouais, c'est pas obligatoire. Voilà, t'es étonné? Très surpris. Ah ouais. T'es étonné ou tu fais semblant? T'es étonné. Vraiment? Ouais. Non, c'est-à-dire que, en fait, alors je vais t'expliquer. J'avais appris que c'était le Shabbat le plus important. Alors je vais t'expliquer. Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, de se délecter le Shabbat. Mais nos sages n'ont pas fixé de quelle façon la réaliser. Et donc on a le droit de manger tous les aliments qui nous font plaisir le Shabbat. Du poisson, des produits laitiers, de la viande pour ceux qui aiment. On a le droit de manger ce que l'on aime. L'important, c'est de se délecter le Shabbat. Le Yom Tov, il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov en hébreu, de se réjouir le Yom Tov. Et cette mitzvah-là, nos sages en ont défini les différentes modalités. Viande et vent. Donc à Yom Tov, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, tu as raison, de la viande, si possible de la viande rouge. Et il vaut mieux préférer le repas de midi si on choisit un des deux repas. Et du vin avec modération. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour réjouir nos épouses, il faut leur acheter un vêtement ou un bijou. Ruben, je compte sur toi. Troisièmement, il faut aussi acheter des bonbons, des friandises pour les enfants, pour les réjouir eux aussi. Et ne pas oublier les pauvres, les nécessiteux, leur faire un don généreux pour que eux aussi puissent passer la fête dans des bonnes conditions. Donc c'est tout ça les modalités de la Simchat Yom Tov, de la joie du fait de se réjouir à Yom Tov. Super, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Maintenant, j'aimerais que tu me dises 2-3 petits mots sur le sens de la fête de Shavuot. Allez, avec plaisir. Un peu de pensée juive. Lorsque Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, eh bien figure-toi que ça n'a pas été si facile que ça. En effet, les anges se sont formellement opposés et ils ont argumenté la Torah qui est d'un grand niveau de sainteté, pourquoi est-ce que tu veux la donner aux hommes qui, par nature, risquent de fauter? Alors en fait, Dieu a dit à Moshe, réponds aux anges,
Et Moshe a commencé à argumenter. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a pris des exemples de mitzvot qu'il y a dans la Torah. Le respect des parents, il a dit aux anges, vous n'avez pas de parents. L'interdit de jalouser, il a dit aux anges, vous n'avez pas vraiment de tendance de jalousie, vous. Et donc les anges ont accepté de donner la Torah, ils ont même donné des cadeaux à Moshe. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce midrash? Il est très beau, mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il nous enseigne quelque chose de très important. C'est qu'en fait, les anges avaient une conception erronée de la Torah. Ils pensaient que la Torah doit s'adresser à des gens qui font toujours la volonté de Dieu, qui n'ont pas de mauvaise tendance vers le mal. Et en fait, eux, ils sont comme ça. Les anges ont été créés par Dieu et ils ne font jamais de faute. Mais Moshe, avec les exemples qu'il a pris, leur a prouvé que la Torah s'adresse aux hommes, à tout un chacun, et que malgré les tentations de mal que l'on a parfois, et malgré le mauvais penchant que l'on a, justement, la Torah, et elle seule, peut nous permettre de nous améliorer, d'avancer, de se rapprocher de Dieu. Et donc, on doit arriver à Shavuot avec une grande joie, la joie d'être capable, grâce à la Torah, de pouvoir, quel que soit notre niveau, elle nous concerne à tous, de pouvoir nous améliorer et nous rapprocher de Dieu. Merci à toi Ruben, Chag Sameach et à très bientôt. Chazak.